Quand Jurassic World Renaissance avec David Koepp a été annoncé en 2024, beaucoup de fans ont célébré son retour. Pour eux, un nouveau film signé Koepp était forcément une bonne nouvelle. Après tout, c'est le scénariste du premier Jurassic Park, n'est-ce pas? Et que diriez-vous si je vous disais que c'est faux? Qu'il y a eu une petite liste de scénaristes avant lui, et notamment une femme qui a fait le travail avant lui. Bref, bonjour à toutes et à tous, c'est Jurassic Stream, et aujourd'hui nous allons mettre en avant les scénaristes oubliés de Jurassic Park, et surtout Malia Scotch-Marmot. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut poser le contexte. Cependant, il sera un peu plus long que d'habitude, donc restez bien jusqu'à la fin. Et si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner ou partager. Merci d'avance. Durant l'année 1990, une course aux enchères débute pour les studios d'Hollywood afin d'acquérir les droits intellectuels du futur roman de Michael Crichton, Jurassic Park. Universal obtient les droits de réalisation grâce à Steven Spielberg pour deux raisons. La première étant que Spielberg et Crichton travaillent déjà ensemble grâce à Amblin sur une série médicale que Crichton voulait produire depuis 1974, qui deviendra Urgence en 1994. La deuxième, Crichton estimait que Spielberg était le réalisateur le plus qualifié pour adapter un projet aussi ambitieux. La production de Hook par Steven Spielberg avait commencé. Pendant ce temps-là, Universal préparait la production de Jurassic Park. Les équipes techniques et artistiques travaillaient sur la réalisation de ce projet conséquent et Universal cherchait un scénariste. Universal propose 500 000 $ supplémentaires à Crichton pour écrire lui-même l'adaptation de son roman. Je triche un peu sur le nom de la vidéo, mais Crichton va accepter d'être le scénariste de son adaptation. Mais ne vous inquiétez pas, notre figure du jour arrive bientôt. Cependant, l'auteur n'est pas forcément convaincu d'écrire un scénario, puisqu'il déclare « J'étais tellement lassé de toutes ces zones que je n'avais pas vraiment envie d'écrire le scénario. J'en avais marre de Malcolm et de Grant, et même des dinosaures, mais j'avais vraiment le sentiment de bien comprendre l'histoire. » Michael Crichton savait que son roman était énorme, car il compte au minimum 400 pages selon les éditions, et qu'il était impossible de réaliser certaines scènes en raison du budget. Il était contraint d'adapter que 10 à 20% de son roman. C'est en septembre 1990 que l'auteur à succès finit son script. Il soumet son script à l'équipe de production qui n'est pas du tout satisfaite du résultat. En cause, le scénario était axé uniquement sur l'action et non à la construction progressive de l'intrigue, comme l'était le roman. Spielberg encourage Crichton à poursuivre le travail avec un deuxième scénario. Étant seul, Crichton est aidé par Rick Carter, le chef décorateur du film. Ensemble, ils organisent des réunions pour réfléchir à des scènes possibles, des contextes, etc., en s'appuyant sur le travail déjà réalisé par les différentes équipes. Un second script voit le jour en 1991, une version revisitée du scénario précédent. Le scénario est rejeté une nouvelle fois par l'équipe de production. Crichton quitte alors son rôle de scénariste comme prévu. Il avait annoncé à Spielberg qu'il ne ferait qu'une ébauche du scénario, et qu'il faudrait tôt ou tard engager quelqu'un d'autre. Alors j'apporte une petite précision, Crichton ne quitte pas totalement le projet Jurassic Park. Il assistera à quelques jours de tournage et supervisera en quelque sorte le scénario et les ajouts. À partir d'ici, 3 situations se déroulent en parallèle, donc accrochez vos ceintures. Universal avait déjà tenté de chercher le ou les futurs scénaristes. À ce moment-là, le studio avait dans le viseur Tom Stoppard, qui avait déjà collaboré avec Spielberg et Kathleen Kennedy pour avoir scénarisé L'Empire du Soleil et Indiana Jones et la Dernière Croisade. Il va jouer un rôle mineur dans le scénario dans le futur, mais on en reparlera rapidement à la fin de la vidéo. Quand l'auteur de Jurassic Park a quitté le poste de scénariste, Rick Carter, qui l'avait aidé dans la conception du second scénario, prend les devants et débute une version revisitée et annotée du scénario de Crichton. En 1991, aucune équipe des différents départements n'était prête à débuter la production de Jurassic Park. En conséquence, certaines personnes partent travailler dans d'autres films, notamment le tournage de Hook mené par Steven Spielberg, dont Rick Carter a travaillé. Durant le tournage, la scénariste Malia Scotch-Marmot, auquel je vais dire jusqu'à la fin de la vidéo Scotch-Marmot, apprend via la productrice Kathleen Kennedy l'existence d'une adaptation en film de Jurassic Park, portée par Spielberg lui-même. Intéressée par le projet, Scotch-Marmot est embauchée par Kennedy et Spielberg pour l'écriture du script. Pour ce faire, elle part de zéro,
En consultant le scénario de Crichton, les storyboards déjà élaborés, et en possédant l'exemplaire du roman annoté de Spielberg. De son côté, Rick Carter ne participe plus aux réunions, pour se concentrer sur sa version revisitée. Carter et Scott Marmot n'avaient qu'un seul et même objectif en tête, sauver au mieux le scénario de Michael Crichton. Carter transpose ses idées en script jusqu'à s'attaquer à l'intégralité de l'œuvre. Il termine son scénario le 7 mars 1991 et le soumet à Spielberg comme document de travail. Son travail n'est pas vu comme un scénario officiel, mais certaines scènes seront gardées dans le montage final que nous connaissons aujourd'hui. Malia Scott Marmot travaille d'arrache-pied durant 5 mois en collaborant avec Spielberg. Elle envoie des extraits tout en retravaillant les extraits précédents. Le scénario est terminé le 14 mars 1992 et est envoyé au réalisateur qui va le lire 2 fois. Malheureusement, Steven Spielberg est insatisfait du résultat et décide de chercher un nouveau scénariste. Nous reparlerons du contenu du scénario dans une seconde partie. Le directeur d'Universal recommande à Spielberg le scénariste David Koepp, qui avait démarré sa carrière quelques années plus tôt. Mais le travail de Scott Marmot au sein de Jurassic Park n'est pas encore terminé. Le scénariste décide de reprendre à zéro sans tenir compte des scénarios précédents. Et à l'instar de Rick Carter et Malia Scott Marmot, son projet n'est pas de réécrire l'histoire, jugeant trop complexe de se mettre dans la peau de l'auteur. Koepp va rencontrer quelques difficultés d'écriture, mais une fois la première ébauche du scénario terminée en avril 1992, elle sera soumise à Scott Marmot pour y donner son avis. Elle donnera à Koepp un document contenant 15 pages de commentaires qui sera très utile au scénariste. Les différents scénarios que Koepp va écrire vont évoluer grâce à la production qui s'accélère et qui se dessine de plus en plus. Le projet reste surveillé par Crichton en personne et sous les avis de Scott Marmot. Tom Stoppard modifie et ajoute quelques dialogues afin d'adapter le langage scientifique au rythme du film. La suite, vous la connaissez sûrement. La dernière version du scénario est achevée, le tournage est achevé, et le film sort enfin dans les salles le 11 juin 1993. Et pourtant, seuls Michael Crichton et David Koepp sont crédités en tant que scénaristes. Et vous comprenez donc que seuls et uniquement eux seront retenus dans l'esprit des fans. Maintenant que nous avons parlé de l'histoire de ces scénaristes, revenons plus en détail sur la figure de cette vidéo, Malia Scott Marmot. Son scénario a été rejeté pour son ton et ses idées parfois bizarres. Comparé au roman et au film final, le scénario était plus léger, plus humoristique et qui développe plus les personnages que l'histoire. Ici, je vais vous lister les plus grandes différences entre son scénario et celui du montage final et aussi quelques notes intéressantes. Parlons d'abord des personnages. Le personnage de Ian Malcolm est supprimé dans cette version, et ses caractéristiques sont redistribuées à Alan Grant, qui, selon elle, manquait de développement. David Koepp supprimera également ce personnage durant plusieurs versions, avant que Spielberg caste Jeff Goldblum pour le rôle de Malcolm. Quant à celui de Lewis Dawson, le personnage est remplacé par Bill Baker, qui a le même job et les mêmes caractéristiques que Dawson. Le personnage de Gennaro joue un rôle majeur. Alan Grant aime les enfants, mais cependant il critique le parc sans cesse, puisqu'il reprend les traits de Malcolm. Le personnage du roman Ed Regis figure dans le scénario. Passons maintenant aux scènes que je juge intéressantes à noter. La scène d'ouverture s'ouvre sur un moustique piégé dans l'ambre depuis un microscope. Une scène très similaire au teaser de Jurassic Park. C'est Gennaro qui embauche Alan Grant et Ellie Sattler depuis le site de fouille pour visiter le parc. Il y a également le passage du cabinet d'avocat qui est gardé. La rencontre entre Nedry et Baker, alias Dawson, est différente. Nedry se rend au QG de Biogène, alias Biosyn, au lieu de San José. John Hammond n'apparaît qu'à partir de la scène dans le centre des visiteurs. Dans la salle de contrôle, il possède un trône pour observer tout le parc. Aucun dinosaure n'apparaît avant la visite du parc. L'enclos de confinement des vélociraptors n'existe pas. À la place, les raptors sont placés dans un simple trou creusé au sol, avec une grille placée au-dessus. Dans cette même scène, on apprend par Muldoon qu'un raptor a creusé un tunnel la veille, et a réussi à arracher le bras d'un garçon. Il y a 5 vélociraptors qui auront 5 morts différentes. Les dinosaures sont infectés d'une mystérieuse maladie et de déformations étranges. En enquêtant dans le laboratoire la nuit de l'attaque du T-Rex, Ellie Sattler découvre que les dinosaures physiquement adultes sont en réalité des juvéniles gavés d'hormones de croissance. Hammond explique que le processus de clonage possède une faille.
Les espèces clonées meurent très jeunes. Cependant, le parc devait ouvrir le plus vite. Pour pallier ce problème, le Dr Wu utilise des hormones de croissance afin d'atteindre la taille souhaitée. Hammond avait pour projet de demander au professeur Grant et Sattler d'y trouver la solution à la fin de l'enquête de Gennaro. Dans le scénario, Dennis Nedry ne vole pas les embryons des dinosaures, mais il vole directement les œufs via un incubateur portable et non la canette Barbasol. Il arrivera même à livrer les œufs dans le bateau avant de mourir. La quête secondaire du film est d'arrêter le trafic, ce qui est assez similaire avec l'intrigue du roman. La scène de la rivière est présente, mais dans une formule différente. Le professeur Grant et les enfants cherchent un radeau, le trouvent et traversent la rivière. Aucun dinosaure n'est présent dans cette scène. Lors de la première apparition du T-Rex, cette dernière dort. Sachez qu'une version miniature en go-motion du T-Rex dormant a été commandée à Phil Tippett pour la production du film. Ces deux scènes ne vous rappellent-elles pas un autre film Jurassic World ? La T-Rex apparaît très souvent après des éclairs d'orage. Pour une raison inexistante, il y a une scène où Muldoon et Sattler déplacent manuellement un arbre tombé sur la route. Quand un raptor attaque les enfants dans le magasin de jouets du centre des visiteurs, Tim et Lex jettent des jouets pour se défendre avant de fuir dans la cuisine. Muldoon abandonne le Dr Wu dans les quartiers d'Hammond, qui va ensuite se faire tuer par un vélociraptor. Muldoon et Sattler entendent le hurlement cruel de Wu. Alan Grant, Ellie Sattler, Tim, Lex, John Hammond, Robert Muldoon et d'autres employés montent dans l'hélicoptère dans le dernier acte. Cependant, Hammond demande au Dr Grant de rester sur l'île puisqu'une meute d'iguanodons devait naître prochainement. Grant refuse et Hammond quitte l'hélicoptère. Pour le dénouement final, la T-Rex attaque l'hélicoptère mais tout le monde s'en sort. Hammond grimpe une colline et glisse sur une pente abrupte jusqu'à atterrir sur une flaque d'eau. Affaibli, sa tête s'enfonce dans l'eau. Nous entendons uniquement le son de sa lourde respiration. Un moustique se pose sur la main d'Hammond, comme un éternel recommencement. Il existe encore un bon nombre de différences, et pour cela, je vous invite à lire le script de Scott Margaux, qui est disponible gratuitement en ligne, ou bien à lire d'autres résumés et avis. Mais voilà à quoi aurait pu ressembler Jurassic Park si ce scénario était gardé. Un univers bien fantastique et enfantin, au style de Hook, mais avec un côté horreur bien différent du film et du roman. Cependant, cela n'empêchera pas l'univers Jurassic de réutiliser quelques idées, telles que ceux de Malia et de Rick Carter dans les prochains films, notamment la trilogie Jurassic World. Au départ, je voulais simplement mettre en lumière ces femmes oubliées qui ont contribué à Jurassic Park, et débunk l'idée que David Koepp serait le créateur de Jurassic Park. Et en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que l'histoire est bien plus complexe, remplie d'acteurs méconnus qui ont façonné ce film culte. Cette vidéo est un hommage à ces personnes et à la production mouvementée de Jurassic Park. Et vous, qu'en pensez-vous du scénario de Malia Scott Marmot ? Quelles sont les scènes ou les changements qui vous intriguent le plus ? Quelles sont les scènes que vous auriez aimé voir dans Jurassic Park ? Souhaitez-vous une vidéo sur les scénarios de Crichton ou de Rick Carter ? N'hésitez pas à exprimer vos avis en commentaire, je m'en ferai une joie de les lire. Cette vidéo est enfin finie, et comme certains gros projets de ce genre, je suis très content d'y venir à bout, et de vous la partager. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter et à vous abonner à cette chaîne et à mes autres réseaux, afin de tout savoir sur l'univers de Jurassic Park. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et de vos proches face à cette canicule, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.